crois qu'on peut commencer. Mais ça va pour toi? OK, parfait. Alors, bonjour et bienvenue à vous tous à notre conférence Midi de Femmes en Vie. Moi, je m'appelle Naomi, je vais être votre animatrice aujourd'hui et on a notre présentatrice Mélanie aussi aux caméras. Juste une petite introduction de Femmes en Vie. Alors, le collectif de recherche de féministes anti-violence se veut un espace stimulant visant à développer et à soutenir les recherches, les interventions sociales et les actions militantes s'inscrivant dans une lutte féministe contre les violences faites aux femmes. Nos activités s'inscrivent dans une démarche de réciprocité et de construction des savoirs impliquant chercheurs, étudiantes, intervenants, militantes féministes et pro-féministes. Aujourd'hui, membre de Femmes en Vie, Mélanie Brunet, nous présenterons ses recherches intitulées La maternité des femmes victimes de violences conjugales et la pandémie de COVID-19. Mélanie Brunet est une étudiante doctorale à l'Université d'Ottawa sous la supervision de Simon Lapierre. Travailleuse sociale de formation, elle a travaillé pendant 10 ans avec des enfants. Sa thèse de doctorat porte sur les enfants victimes de violences conjugales et ayant un diagnostic de TDAH. Mélanie est membre du collectif de recherche féministe anti-violence, Femmes en Vie, depuis 2019 et elle coordonne le projet de recherche sur la violence conjugale en période de pandémie, ainsi que l'évaluation du programme Compte sur moi. Ses principaux intérêts concernent les enfants victimes de violences conjugales, longévité des enfants, le TDAH, la violence envers les enfants et la violence conjugale. Alors, Mélanie, quand vous êtes prête. Merci, Naomi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire de maîtrise qui a été supervisé par Simon Lapierre et qui a été déposé à l'Université d'Ottawa. Donc, sans aller vraiment dans les plus grands détails, là, je vais commencer par faire un petit rappel du contexte là, dans lequel le Québec se trouvait au moment où j'ai fait mon mémoire. Donc, le 13 mars 2020, en vertu de la loi sur la santé publique, François Legault va déclarer l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du Québec, qui avait pour but de limiter la propagation du virus de la COVID au sein de la population. Donc, cette loi va donner le pouvoir au gouvernement de mettre en place des mesures spéciales par voie de décret ou d'arrêté ministériel pour protéger la santé de la population. C'est en s'appuyant sur cette loi-là que le premier ministre va mettre en place l'interdiction des rassemblements, instaurer là, la distanciation sociale, le télétravail ou encore faire fermer les garderies, les écoles et les commerces. C'est aussi dans ce contexte-là que les militantes féministes et les organismes qui offrent des services aux victimes de violences vont se montrer préoccupés par la sécurité des victimes de violences conjugales. Donc, maintenant, si on regarde du côté de la littérature sur la violence conjugale en période pandémique, les résultats sont mitigés. D'un côté, on a des auteurs qui parlent d'une augmentation de la violence conjugale. Donc, depuis le début de la pandémie, là, dans la plupart des pays occidentaux, ont enregistré une hausse des demandes d'aide qui proviennent des lignes téléphoniques d'urgence ou des organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales. En avril 2020, au moment du confinement, les pays européens ont enregistré une augmentation de 60% des appels à l'aide qui provenaient des victimes comparativement à avril 2019. Selon l'ONU, 220 000 Françaises sont victimes de violences physiques ou sexuelles annuellement dans un contexte conjugal. En raison de la pandémie, ce type de violence a connu une augmentation de 32%. En 2020, la France a recensé une augmentation de 21% de la violence conjugale comparativement à l'année précédente, donc 2019. Plus près de nous, aux États-Unis, la ville de Los Angeles et Indianapolis disent avoir eux aussi enregistré une augmentation des violences entre mars et avril 2020. Tandis qu'en Floride, les lignes d'assistance ont connu une hausse de 30% des appels. Des résultats similaires ont aussi été observés au Canada, puisqu'une augmentation des appels aux différentes lignes d'écoute téléphonique ont été enregistrées un peu partout là, dans chacune des provinces.
Le ministère Femmes et Égalité des genres du Canada mentionne qu'en avril et mai 2020, la ligne d'urgence Battered Women Support Service a signalé une augmentation de 400% des appels en lien avec la violence conjugale. Le même constat a été fait en Ontario avec la ligne Assault Women Helpline, qui ont aussi, eux, augmenté là, de 400% seulement pour le mois d'avril 2020. Au Québec, le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales a effectué un sondage auprès de 87 maisons maisons d'hébergement entre juillet et novembre 2020. 79% des répondantes mentionnent avoir vécu de la violence conjugale pendant le confinement. Malgré ces hausses-là, plusieurs auteurs disent qu'il faut faire attention puis être prudent avec les taux alarmants qui sont présentés. Kokinen, par exemple, souligne que la majorité des données qu'on retrouve présentement sur la violence pendant la pandémie proviennent des centres d'appel, des services de police et des différents regroupements pour femmes. Le problème avec ces données, c'est qu'ils peuvent avoir été compilés à des dates différentes, dans des municipalités différentes ou encore dans des pays différents. Donc, puisque l'origine de ces données est une source intermédiaire, la nature et la qualité de ces données restent quand même incertaines. L'étude de Kaufman et Garvin vient appuyer cette observation qui a été faite par Kokinen, puisqu'ils ont noté que pendant la première vague de la pandémie, 9 villes américaines ont enregistré une hausse qui allait entre 20 et 30% des appels aux lignes d'urgence. Sauf que quand on regarde de manière détaillée les appels, ça montre que la majorité de ces appels-là étaient liés à la COVID et non à la violence conjugale. Quant à l'étude de Nixon et Richard, il révèle que 4 États américains sur 6 ont enregistré une hausse des appels au 911 pour la violence conjugale. Cette différence de hausse et de stabilité dans les États s'explique par la différence des mesures sanitaires qui étaient mises en place dans les différentes juridictions. Dans les 6 États américains, le confinement était obligatoire, puis les services essentiels étaient ouverts. Sauf que quand on regarde la définition des services essentiels, ça variait d'un État à l'autre. En Louisiane, par exemple, les services essentiels incluaient la pharmacie, l'épicerie et les médecins. Tandis que quand on regarde en Ohio, les services essentiels incluaient aussi les mariages et les églises. Donc, les différents auteurs disent qu'il faut être prudent parce que les données qui ne tiennent pas compte des spécificités locales et régionales peuvent empêcher les chercheurs d'avoir un portrait exact de la violence en période de la pandémie et par le fait même empêcher l'amélioration des services qui pourraient être offerts aux victimes. Dans l'état actuel des choses, c'est difficile d'évaluer l'ampleur réelle de la violence conjugale pendant la période pandémique parce que les études sont peu nombreuses. Les études qui donnent la parole aux victimes, il n'y en a pas beaucoup là non plus. Puis les données qui sont disponibles actuellement ne sont pas nécessairement représentatives de la réalité, surtout si les mesures sanitaires et les spécificités locales n'ont pas été prises en compte. Donc, les auteurs disent, par contre, qu'il est nécessaire de développer des connaissances sur les mécanismes qui relient la pandémie et la violence conjugale parce que certains de ces facteurs étaient déjà connus avant la pandémie et ces facteurs-là contribuaient à faire augmenter la violence. Donc, si on passe à ces mécanismes ou facteurs, donc le premier facteur, c'est l'isolement. Avant la pandémie, l'utilisation de l'isolement était déjà connue comme étant une stratégie de contrôle. Ça pouvait être l'isolement social qui empêchait la femme d'avoir des contacts avec sa famille ou avec ses amis, l'isolement géographique qui amenait, par exemple, la femme à déménager en région plus éloignée. Donc, pendant la pandémie, l'isolement va venir exacerber le contexte de violence et les mesures sanitaires donner des moyens supplémentaires aux agresseurs pour exercer et conserver leur contrôle sur les femmes. Au niveau, le facteur économique, donc pendant la pandémie,
la fermeture obligatoire des lieux de travail a eu un impact important sur le taux de chômage. Au début de la pandémie, par exemple, au Québec, on est passé d'un taux de chômage de 4,5 à 17 entre février et avril 2020. Il ne faut pas oublier non plus que les emplois occupés par les femmes ont été nombreux à passer au temps partiel, que de nombreuses femmes ont été contraintes de quitter leur emploi parce qu'il y avait les enfants à la maison, puis que les pertes d'emploi ont été concentrées vers ceux qui avaient des plus petits salaires ou encore vers les emplois de services qui sont majoritairement occupés par des femmes. Donc, cette précarité financière dans laquelle se retrouvent les femmes, c'est un facteur qui les fragilise et qui les rend plus susceptibles de vivre de la violence. Ça devient vraiment difficile quand tu n'as pas de salaire ou que tu n'as pas une autonomie financière de penser à partir, par exemple. Un autre facteur, donc la santé mentale, c'est un autre facteur qui peut contribuer à exacerber la violence. Donc, les études ont démontré que les femmes victimes de violence sont 3 fois plus susceptibles de souffrir de dépression. Pendant la pandémie, un sondage qui a été effectué au Québec entre le 29 avril et le 1er mai démontre que 62 des femmes se sentaient affectées négativement par les mesures sanitaires. Donc, on peut penser que les mesures sanitaires vont ils vont contribuer à exacerber les problèmes de santé qui étaient déjà préexistants chez les victimes de violences. D'autant plus que certains agresseurs utilisent la santé mentale comme stratégie de contrôle en privant leur conjoint de soins, en contrôlant les médicaments ou encore en l'isolant. Le dernier facteur, c'est la conciliation travail-école-famille. Selon l'ONU, il y aurait 1,38 milliard d'enfants dans le monde qui ont été privés d'école ou de garderie à cause de la pandémie. Cette fermeture a amené une augmentation des interactions entre les parents et les enfants parce que tout le monde est à la maison 24 heures par jour, 7 jours semaine. Donc, c'est donc dire que les enfants qui vivaient habituellement dans la violence sont encore plus vulnérables que d'habitude. Pour les mères, le confinement les oblige aussi à concilier les enfants à la maison, la scolarisation à la maison, parfois le télétravail, en plus de toutes les autres tâches qu'ils avaient déjà à faire. Donc, ça pourrait faire d'ajouter des nouveaux défis puis d'augmenter la charge mentale des mères. Donc, globalement, si on regarde ça, ça veut dire que les cris des enfants, le Zoom qui ne fonctionne pas pour l'école, le bruit ou tous ces petits détails-là, ben, ça devient un contexte qui est propice à l'explosion de la violence ou en tout cas pour que le conjoint exerce de la violence supplémentaire. Le dernier élément que j'aimerais soulever avant de passer à la section suivante concerne la fermeture des écoles et des garderies parce que ça amène des changements dans la protection des enfants. Ces fermetures ont coupé les enfants de leurs amis, des professeurs, des éducatrices, de leur réseau de soutien. C'est donc dire que les contacts directs entre les enfants et les profs et les éducatrices sont inexistants. Or, on sait très bien que l'école et la garderie représentent le lieu principal de vie des enfants après la maison. Donc, les écoles et les garderies servent en quelque sorte de chien de garde, si on peut dire, pour signaler la maltraitance envers les enfants. Dans le contexte de la pandémie, c'est logique donc que les signalements à la protection de la jeunesse aient diminué parce que tant aussi longtemps que les enseignants et les éducatrices ou tout autre professionnel qui ont l'obligation de signaler les mauvais traitements n'auront pas de contact avec les enfants, la maltraitance va continuer d'être sous-déclarée. Donc, l'objectif principal de mon mémoire était de comprendre la maternité en contexte de violence conjugale pendant la pandémie de COVID. Plus spécifiquement, je voulais savoir comment la violence s'est manifestée pendant la pandémie, quelles ont été les conséquences de la violence sur les femmes et les enfants, et puis quelles stratégies ont été mises de l'avant par les mères et les enfants pendant la pandémie.
Mon échantillon était composé de 5 participantes réparties dans 2 régions du Québec, soit l'Outaouais et les Chaudière-Appalaches. Parmi les participantes, 3 femmes s'identifiaient comme étant québécoises, une comme autochtone et une comme latino-américaine. Au moment des entrevues, 4 femmes avaient des services externes dans une maison d'hébergement et une femme n'avait jamais eu de service en maison d'hébergement. Et toutes les femmes étaient en situation de violence post-séparation. Donc, l'expérience des participantes a été recueillie au moyen d'entrevues semi-dirigées. Le guide d'entrevue des participantes abordait les thèmes de la manifestation de la violence, les impacts et les stratégies mises en place. Les entrevues ont été effectuées entre avril et juillet 2021 par Zoom pour pouvoir respecter les mesures sanitaires qui étaient en place à ce moment-là. Les données ont été analysées sous l'angle du contrôle coercitif qui a été mis de l'avant par Evan Stark. Donc, Stark va définir le contrôle coercitif comme étant un cumul de stratégies coercitives et contrôlantes qui est utilisé par les hommes dans le but de priver les victimes de leur liberté. Parmi les stratégies coercitives, on retrouve l'intimidation, l'humiliation, les menaces, la surveillance ou encore le dénigrement. Tandis que les stratégies de contrôle, on peut voir l'isolement, la micro-régulation ou encore priver la femme de moyens nécessaires à son autonomie. Donc, avant d'aller plus loin dans la manifestation de la violence, je trouve important quand même de contextualiser l'expérience des mères que j'ai eue en entrevue. Donc, l'ensemble des participantes ont vécu de la violence conjugale sur une période allant de 2 à 20 ans avec un ou plusieurs conjoints. Au moment des entrevues, les femmes étaient toutes séparées de leur agresseur, mais elles étaient toutes en situation de violence post-séparation. 2 femmes mentionnent que même si la violence était présente avant la pandémie, c'est vraiment pendant la pandémie qu'elles ont réalisé qu'elles vivaient de la violence conjugale, qu'elles étaient des victimes. Les participantes ont tous mentionné que la violence s'était intensifiée depuis le début de la pandémie. Puis pour elles, il y avait 3 facteurs qui étaient en cause. C'était la présence continue de l'agresseur, l'isolement, puis l'absence de répit. Donc, les résultats de ma recherche démontrent que 3 stratégies coercitives ont été utilisées. Donc, la première stratégie coercitive déployée par les agresseurs, c'était la surveillance. Par exemple, une femme mentionne qu'elle avait un nouveau conjoint, puis que son ex savait qu'elle ne vivait pas avec ce nouveau conjoint-là. Donc, quand le père voyait les enfants, il les questionnait pour savoir s'ils se rencontraient, où ils se rencontraient, combien de temps, puis il se servait de ces informations-là pour ensuite appeler la police puis faire une plainte. Ça veut dire que ça obligeait la mère à surveiller toutes les règles en vigueur concernant les rencontres entre personnes qui ne vivaient pas à la même adresse, mais surtout d'être toujours à jour dans ces informations. Donc, l'objectif de cette stratégie-là était de nuire à la femme dans son rôle de mère, parce qu'à partir du moment où le père commence à interroger les enfants sur les activités de la mère, on peut dire qu'il y a vraiment une instrumentalisation des enfants par l'agresseur. Une deuxième stratégie coercitive déployée, c'était la menace. Donc, depuis le début de la pandémie, les participantes ont mentionné qu'elles recevaient des menaces. Sans être des menaces de mort directe, elles le ressentaient comme si c'était ça. Par exemple, une femme qui était séparée dit que quand elle va chercher ses enfants chez le père, les rideaux sont toujours fermés, peu importe l'heure du jour qu'elle allait, là, que ce soit à 9 h le matin, à 2 h ou à 7 h le soir, que les voisins qui restaient autour du père lui avaient mentionné qu'ils ne voyaient plus les enfants dehors comparativement à avant la pandémie. Les propos du père, quand elle lui parlait, étaient souvent incohérents, puis il parlait souvent de la mort. Donc, c'est tous ces éléments-là là, qui font que la mère était inquiète. Donc, du point de vue de l'agresseur, cette stratégie-là avait pour but de faire en sorte que la peur s'installe chez la mère.
Mais la mère, elle, toutes ces espèces de menaces-là voilées faisaient en sorte qu'elle exerce sa maternité dans un contexte là, de tension ou de climat de tension qui est perpétuel, dans le fond. La dernière stratégie coercitive qui a été rapportée par les participantes, c'était le dénigrement qui était associé aux menaces. Il y a une femme qui m'a dit que son ex-conjoint commençait par la dénigrer en lui disant que la maison n'était pas propre, les affaires des enfants traînaient partout, qu'elle n'était pas capable de dire à sa fille de ramasser ses affaires, puis que quand elle disait à sa fille de ramasser, bien, de toute façon, sa fille ne l'écoutait pas, fait qu'elle ne le faisait pas. Puis tout de suite après ça, il enchaînait avec des menaces en lui disant, ben là, si tu ne vas pas dire à ta fille de ramasser ses affaires puis qu'elle ne le fait pas, ben c'est moi qui vais y aller puis je vais en frapper. Fait que les menaces associées au dénigrement font en sorte que pour l'enfant, ça mine vraiment son sentiment de sécurité que devrait apporter sa famille. Pour la mère, le dénigrement et les menaces qui se produisent devant l'enfant, ils nuisent au respect que sa fille va lui porter. Puis la combinaison des deux fait en sorte que la mère et l'enfant ressentent de la peur dans les deux cas. Donc, le but de la stratégie, c'était vraiment de cibler la relation mère-enfant, puisque en s'attaquant à la mère devant son enfant, il essaie de saper son autorité. Donc, la première stratégie de contrôle qui a été déployée par les agresseurs, c'était la micro-régulation. En période de la pandémie, le confinement a donné vraiment des moyens supplémentaires aux agresseurs pour faire la gestion du temps là, des mères. Comme il est toujours à la maison, l'agresseur avait plus d'occasions d'imposer ses règles, mais aussi de s'assurer que ces règles-là étaient respectées. Ça fait qu'il monopolise le temps puis l'énergie des mères continuellement. Par exemple, il y a une femme qui mentionne que son conjoint gérait le temps des membres de la famille en déterminant toute la routine de la soirée. À 7 heures, les enfants devaient être couchés dans leur lit. La mère, elle, devait descendre puis venir s'asseoir à côté de lui pour écouter la télé. Peu importe ce qu'il jouait à la télé, peu importe si ça l'intéressait, c'est ça qu'elle devait faire. Puis, si les enfants pleuraient parce qu'ils ont soif, parce qu'ils ont quelque chose, elle pouvait y aller, mais elle sentait qu'il ferait la baboune puis qu'il ferait payer après ça pour les jours qui vont suivre. Fait que cette interférence-là du père dans la maternité de la femme, ça pourrait faire de limiter la disponibilité de la mère envers ses enfants parce qu'elles ne sont pas en mesure de choisir combien de temps elle veut passer avec les enfants, ni quelle activité elle voudrait faire avec ses enfants. Finalement, les résultats de ma recherche ont démontré que les agresseurs se sont servis des mesures sanitaires mises en place aussi pour légitimer leur comportement. Il y a une participante qui m'a dit que lors du premier, au début, le premier Noël, dans la première vague, les rassemblements étaient interdits à Noël, donc tout le monde était chez eux. Puis son conjoint n'a pas arrêté de dire pendant ce temps-là, tu vois là comment est-ce qu'on est bien? Alors, regarde ça, comment est-ce que ça te donne bien moins de travail. Tu n'as pas besoin de faire de la popote pour tout le monde, tu n'as pas besoin de courir les cadeaux. Fait qu'au bout du compte, on va avoir passé vraiment des belles vacances. Donc, dans ce cas-ci, la mesure sanitaire qui interdisait les rassemblements pendant la pandémie, c'était nécessaire pour limiter la propagation du virus. Mais elle a aussi servi, est venue justifier l'utilisation de la stratégie d'isolement des agresseurs. En ce qui concerne les impacts de la violence conjugale sur les mères et les enfants, les données ont démontré que la violence a eu des conséquences sur l'image que les mères se font de leur maternité. J'avais une participante, par exemple, qui a accouché pendant la pandémie, qu'elle mentionne que l'allaitement, c'est un élément auquel elle tenait vraiment beaucoup et qui était vraiment important pour elle parce que le développement de son enfant se ferait mieux si elle allaitait. C'était favorable au développement de son enfant. Sauf que, à cause du stress et la fatigue qu'a engendré la violence,
elle ne produisait pas assez de lait, donc elle a été obligée d'arrêter l'allaitement de son bébé. Donc, pour cette femme-là, l'image de la bonne mère, si on veut, passait par l'allaitement de son enfant. Donc, le fait de ne pas pouvoir le faire vient changer l'image qu'elle se faisait là, de sa propre maternité. Certaines participantes ont mentionné avoir développé aussi un sentiment de culpabilité. Ils se sentaient coupables à cause de la violence que les enfants avaient subie, mais aussi pour ne pas avoir mis fin à la violence, avoir mis fin à leur relation plus tôt. Puis, une autre participante, elle, mentionne avoir quitté le conjoint pendant sa grossesse. Puis, elle culpabilisait parce que sa fille n'a jamais connu son père. Dans ces cas-là, la culpabilité est présente parce que les femmes déconstruisent la relation qu'ils ont eue pour essayer de comprendre les décisions qu'ils ont prises. Elles essaient de comprendre ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, en quoi elles ont mal réagi, puis tout ça au nom de l'amour. Donc, ce sentiment-là de culpabilité, il est présent, même si la femme est elle-même victime de violence, puis qu'elle exerce vraiment sa maternité là, dans un environnement qui est vraiment complexe. Les résultats démontrent aussi que la violence a eu des conséquences sur la relation mère-enfant. Il y a une femme qui mentionne que la relation avec sa fille adulte s'est améliorée lorsque sa fille a rencontré son père pour la première fois pendant la pandémie. La jeune femme qui était devenue une jeune adulte a elle-même subi la violence de la part de son père quand elle est allée rencontrer son père puis qu'elle a voulu faire sa connaissance. Donc maintenant, quand elle est revenue vers sa mère, elle est revenue vivre chez sa mère, elle comprend ce que sa mère elle a vécu puis par quoi elle est passée. Donc leur vécu de violence commun avec le même agresseur a changé vraiment la relation mère-fille. Ça les a rapprochés. Donc, pour la mère, elle voyait ça vraiment comme un impact positif, même si c'est une période qui n'a pas été facile à vivre pour elle. Les témoignages démontrent aussi que les femmes ne sont pas restées passives devant la violence qui a été exercée par leur conjoint et que le contexte pandémique les a forcées à développer des nouvelles stratégies. Il y a une participante qui mentionne qu'avant la pandémie, quand le père devait reprendre la garde de l'enfant, il allait au CPE ou à l'école. Donc, cette façon-là de faire empêchait les violences parce qu'il n'y avait aucun contact entre la mère et l'agresseur. Pendant la pandémie, la fermeture des écoles puis des garderies a fait en sorte de multiplier les contacts en personne entre la mère et l'agresseur. Donc, elle devait maintenant aller chercher les enfants pour les échanges dans un milieu qui était plus privé. Donc, elle a été obligée, elle s'est sentie vraiment là, insécure, puis elle a été obligée de changer sa stratégie qui consistait vraiment à faire le plus vite possible. Elle prenait les enfants, les sacs, les effets personnels, les manteaux, tout ce qu'elle pouvait, one shot, puis elle partait. Comme ça, elle minimisait le temps qu'elle restait proche de l'agresseur, puis ça minimisait aussi les chances de se faire dire toutes sortes d'affaires. Une autre femme dit qu'elle racontait tout ce qui se passait en lien avec son ex-conjoint à plusieurs personnes différentes dans son entourage. Comme ça, si jamais il arrivait quelque chose à elle ou à ses enfants, toutes les personnes qui en avaient entendu parler ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de la situation de violence et qu'elle n'en avait jamais parlé. Donc, cette stratégie-là a été utilisée parce qu'elle craint que quelque chose arrive sans vraiment être capable de dire quoi puis qu'est-ce qui pourrait arriver. Un troisième type de stratégie qui a été mis en place par les mères avait pour but de minimiser les impacts de la violence sur les enfants. Donc, deux femmes avec des adolescents ou des jeunes adultes ont mentionné avoir discuté avec eux de la situation de violence. Puis, ensemble, avec leurs enfants, ou en tout cas leurs ados, ils ont établi une stratégie qui consistait à ne pas répondre aux insultes pour éviter que la situation s'envenime avec les agresseurs.
Quand on regarde l'ensemble des stratégies, les résultats vont suggérer que les femmes étaient conscientes du danger puisqu'elles ont adapté leur stratégie de protection en fonction du contexte, qui était le contexte de la pandémie, mais aussi en réponse aux tactiques de violence qui ont été utilisées par les agresseurs. Cette adaptation-là des mères démontre donc qu'elles ont un intérêt puis qu'elles se soucient de la sécurité et du bien-être de leurs enfants. En ce qui concerne les enfants, donc les résultats de ma recherche démontrent qu'ils ont eux aussi développé des petites stratégies de protection. Il y a 4 participantes qui ont mentionné que leurs enfants passaient beaucoup plus de temps dans leur chambre, donc volontairement, les enfants ont décidé de s'isoler dans leur chambre. Et il y a 2 participantes qui ont expliqué qu'après la séparation, c'est les adolescentes, ces 2 jeunes, c'était des adolescentes, donc, qui devenaient un peu les vigiles de leur mère. Quand l'ex-conjoint téléphonait, c'est les filles qui mettaient en garde leur mère contre la violence du conjoint en disant « OK, là, tu ne réponds pas au téléphone. Tu le sais, c'est assez. Il ne faut pas que tu répondes parce que ça va encore recommencer. » Donc, les adolescents levaient en quelque sorte un drapeau rouge pour éviter que l'ex-conjoint revienne à la maison. Donc, ces 2 stratégies-là qui ont été mises de l'avant par les enfants suggèrent quand même que les enfants sont conscients de vivre dans un contexte de violence conjugale, que les enfants sont conscients de la dynamique de violence qui est présente à la maison, puis ils sont aussi conscients des conséquences que la violence conjugale engendre. Je termine en mentionnant qu'il m'apparaît nécessaire quand même que le gouvernement travaille en collaboration avec les instances concernées par la violence conjugale afin de mettre en place un plan d'urgence pandémique qui inclurait des mesures en lien avec la violence conjugale. Les résultats de la recherche démontrent que la violence était présente chez toutes les participantes avant la pandémie, mais que pendant la pandémie, les articles sur la violence ont fait en sorte que certaines femmes ont compris qu'elles étaient victimes. Donc, des mesures de prévention et de sensibilisation devaient être incluses dans ce plan-là. Les résultats ont aussi démontré que la maternité des femmes est utilisée par les agresseurs comme stratégie de violence. Que ce soit le dénigrement, l'intimidation ou encore la culpabilité, les stratégies ont pour but de saper vraiment l'autorité de la mère, de l'affecter dans son rôle, d'altérer la relation que la mère entretient avec ses enfants, puis d'amener une perte de confiance de la mère dans ses propres capacités. Donc, dans le meilleur intérêt de la mère et des enfants, les interventions auprès des mères devraient mettre l'accent sur le soutien des femmes dans leur rôle de mère, parce que la recherche démontre que les mères sont une importante source de soutien pour les enfants. Donc, une deuxième série de mesures devrait être axée sur le soutien de la relation mère-enfant. Et finalement, les femmes ont mentionné que les enfants ne sont pas restés passifs devant la violence, qu'ils ont déployé des stratégies pour leur sécurité et leur bien-être. Il serait particulièrement intéressant que la voix des enfants soit entendue sur l'expérience qu'ils ont vécue pendant la pandémie pour avoir leur propre point de vue à eux. On l'oublie souvent, mais les enfants ont la capacité de participer puis ils sont capables de s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Donc, ils devraient être partie prenante dans la planification et l'évaluation des services qui les concernent. Donc, une dernière série de mesures devrait être destinée aux enfants et prise avec leur collaboration devrait être incluse aussi là, dans le plan d'urgence. Donc, je termine ici en vous remerciant de votre attention. Merci, Mel, pour cette présentation. C'est bien pertinent et j'imagine même toujours quand nous sommes dans un contexte pandémie plus ouvert. J'ai oublié de mentionner avant la présentation